entendait clairement les bombardements et parfois la maison il tremblait, etc., etc. Si vraiment tu as passé 3 mois vraiment sous les bombes, je ne peux pas imaginer en fait comment ça se passe pour les gens là-bas qui ont passé autant de temps juste à attendre la prochaine bombe et sans savoir si ça sera la bombe qui met fin à ta vie en fait. Moi, je suis Jacob Burns et j'étais le coordinateur de projet pour Médecins sans frontières à Gaza. Je suis parti en Égypte, j'ai tendu au Caire les permissions nécessaires pour traverser parce qu'il faut la permission de chaque côté pour traverser. Et du coup, finalement, on a eu les permissions et du coup, on a pris des bus et on a traversé le Sinaï pour arriver à Rafah, la frontière. Le but était de lancer un hôpital. Il y avait une structure hospitalière vide au début de la guerre que mon prédécesseur, il s'appelle Chris Hook, c'est un médecin anglais. Il a négocié avec les autorités sur place d'avoir les autorisations nécessaires pour utiliser cet hôpital, pour réhabiliter l'hôpital, pour mettre en place tous les staffs qu'il faut pour vraiment ouvrir un hôpital à Rafah. Et du coup, c'est un peu ça qu'on a fait pendant ma mission là. On a pris l'hôpital un peu vide et on l'a transformé dans un hôpital fonctionnel en 3 semaines. Et là, le but de l'hôpital, c'est de prodiguer des soins post-opératifs pour les gens qui ont été brûlés ou blessés. Parce que l'un des problèmes majeurs à Gaza en ces moments, c'est qu'en fait, beaucoup des hôpitaux ils sont hors service maintenant parce que soit ils sont dans des zones qui seront trop dangereuses, où il y a beaucoup de risques pour accéder à l'hôpital, soit ils ont été ciblés, endommagés, etc., etc. Du coup, à Rafah, il y a des endroits qui ont été bombardés et du coup, il y a des maisons détruites. Mais le bombardement est moins intense qu'ailleurs. Ce qui est impressionnant à Rafah, c'est le nombre de personnes déplacées qui sont là dans la ville, qui vivent sur chaque roue, dans chaque champ, dans chaque terrain un peu vide. Il y a beaucoup de monde qui s'entasse les uns sur les autres. Ils passent le temps à faire le queue pour récupérer de l'eau, pour aller chercher du bois, pour chauffer le tente, pour chauffer de l'eau, etc. Et aussi pour trouver quelque chose à manger. C'est un peu une scène parfois un peu apocalyptique parce que tu as tous les jours des voitures, des camions qui arrivent remplis avec des gens et leurs choses. Ils ont des matelas qui sont là attachés à la toit de voiture, etc., etc. Et du coup, Rafah, avant la guerre, c'était une petite ville. Je pense qu'il y avait 300 000 inhabitants. Là, on parle de 1,4 million personnes à Rafah maintenant, donc ça te donne une idée de juste à quel point la ville est remplie avec des gens. Après, à Khan Younis, là c'est où il y avait la ligne de front le plus active pendant la période que j'étais là-bas. Et du coup, il y a des lourds combats dans la ville entre les troupes israéliennes et des combattants palestiniens. Après, je suis pas allé au nord et je pense que c'est là où il y a plus des inquiétudes sur comment les gens vraiment ils s'approvisionnent en termes de la nourriture. Non, moi j'ai pas du tout vu les combattants de Hamas et j'ai pas vu les gens de Hamas dans les hôpitaux. Je n'ai pas vu ça, point. Non. La guerre à Gaza, c'est vraiment particulière pour une organisation humanitaire parce qu'il n'y a pas un endroit safe où tu peux te mettre et essayer d'organiser un peu en tranquillité tes opérations. Nous, malheureusement, on avait un shelter, un abri pour le staff qui travaille pour MSF. C'est au nord de Rafah, juste à la limite de Khan Younis. C'est un shelter qui a été notifié à l'armée israélienne et donc ils savaient que les staffs ils étaient là-bas. Mais lundi, cette semaine, il y avait un obus de chars probablement
qui est rentré dans le shelter et qui a tué une petite fille de 5 ans. Et du coup, on voit que même avec les connaissances qu'on est là, ou que la connaissance qu'il y a des hôpitaux qui sont marqués dans le système, etc., il y a tout le temps, malheureusement, des incidents où les sites qui sont censés être protégés, ils sont attaqués. Et il y avait un moment ici où les Israéliens, ils ont lancé des flyers, des leaflets sur la zone autour de l'hôpital avec un ordre d'évacuation. Ils disaient que la zone qui contenait en fait la route de sortie pour l'hôpital était maintenant désormais en zone de combat. Mais en fait, ouais, c'est très difficile parce que jusqu'à là, on avait été rassurés par les Israéliens que l'hôpital n'était pas un cible, etc., qu'on pouvait y travailler. Sauf qu'en fait, on voit que les conditions d'accès, les conditions pour y accéder et travailler dans des conditions un peu correctes en termes de sécurité, ils n'existaient pas. En fait, ce qui m'a marqué, c'était le fait que j'ai retrouvé beaucoup des collègues que je connaissais d'avant. Et du coup, je leur demandais « ça va ?» et tu vois, il y avait toujours la réponse un peu « ça va ?» Et après, comment ça va la famille? Et dans beaucoup de cas, c'était pas juste qu'ils ont perdu une personne ou 2 personnes, c'était vraiment une grande partie de leur famille qui ont été tués dans les frappes aériennes. Vraiment beaucoup de monde au même moment et ça, je pense que c'est quelque chose qui se répète beaucoup quand tu parles aux gens de Gaza, qu'il y a juste énormément de gens civils qui ont été tués dans leur maison. Et j'ai beaucoup réfléchi sur comment ça doit l'être si vraiment tu as passé 3 mois vraiment sous les bombes. Et je ne peux pas imaginer en fait comment ça se passe pour les gens là-bas qui ont passé autant de temps juste à attendre la prochaine bombe et sans savoir si ça sera la bombe qui met fin à ta vie en fait. Ça doit être épuisant, quoi. Je pense parce que à cause de cette chose très particulière, c'est le fait que Gaza est enfermé et les gens ne peuvent pas sortir. Et du coup, nous, on est amenés à faire des opérations humanitaires dans la zone de combat. En fait, la seule chose qui va vraiment nous permettre d'amener plus de l'aide, c'est que la guerre s'arrête. En fait, il n'y a pas vraiment autre solution. Là, on peut essayer autant qu'on peut pour arriver avec plus de l'aide, pour faire plus, d'ouvrir des hôpitaux, etc., etc. Mais si la guerre ne s'arrête pas, ça va être toujours très, très difficile. Parce qu'on voit que les protections pour les sites qui sont censés être protégés dans le droit international, ils ne sont pas vraiment protégés.